Alors, je pense que nous sommes en direct. Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence consacrée à un sujet extrêmement complexe et très vaste, puisque ça concerne la manière de s'orienter dans ce labyrinthe administratif que l'on connaît tous lorsque l'on est malade, malheureusement. Alors pour cela, nous accueillons Marie Launois, qui est assistante sociale et qui va vraiment pouvoir nous éclairer. Et bien sûr également Dorian Chériot, notre vice-président, qui est lui-même asthmatique et allergique. Donc vous pouvez préparer vos questions, on les posera soit au fur et à mesure, soit à la fin. Alors généralement, Facebook nous coupe au bout de quelques instants, donc voilà, si jamais ça coupe, ne vous inquiétez pas, nous nous reconnecterons. Voilà, merci beaucoup. Et Marie, c'est à vous. Bonjour. Donc, en effet, on m'a demandé d'intervenir sur la question des droits de manière un peu générale pour les patients asthmatiques et allergiques. Donc, moi, je suis assistante sociale. Donc, je suis assistante sociale depuis quelques années maintenant et je me suis spécialisée notamment dans le maintien en emploi et dans tout ce qui est handicap et maladie, en fait, en lien avec l'emploi et l'accompagnement de patients avec des pathologies pulmonaires, cardiaques ou même l'eczéma, voilà, c'est assez large, c'est l'accompagnement de manière générale. Donc, je vous ai préparé un petit diaporama. Alors, j'ai traité quelques éléments. Après, voilà, je verrai avec vos questions parce que le sujet est très large. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Si on le voit, Marie, tu peux mettre en plein écran. Parfait. Voilà. Voilà. Alors, pourquoi il y a l'espace du souffle? Non, c'est très bien. Donc déjà pour me présenter, donc je suis assistante sociale, je suis en libéral depuis 3 ans maintenant et j'accompagne de manière générale en fait les situations personnelles et professionnelles et je suis soumise à un code de déontologie et soumise au secret professionnel. Donc après pour les questions, on essaiera de rester dans des choses un peu générales, de pas trop rentrer dans les situations pour que ce soit assez accessible à tout le monde. Les droits. Donc les droits, vous avez vu, j'ai fait un petit nuage de mots avec tout ce que ça peut représenter. Parce qu'en effet, dans le sujet, il y avait la maladie professionnelle, le médecin du travail, la reconnaissance au niveau du handicap, l'invalidité. Donc tout ça, c'est des mots qu'on entend, qu'on nous évoque, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Donc je vais essayer de faire de remettre un peu de l'ordre dans tout ça et de voir un peu les droits qu'on peut solliciter quand on est atteint d'une pathologie chronique. Parce que là, on parle souvent de la pathologie chronique ou qui s'installe dans le temps et qui demande des traitements sur le long terme. Donc en fait déjà, la plupart des patients chroniques ont une ALD. Donc qu'est-ce qu'une ALD? Donc c'est une affection de longue durée. C'est quelque chose qui se demande auprès du médecin. Donc c'est le médecin généraliste ou le spécialiste qui fait la mise en ALD. Et en fait, c'est pour les pathologies qui sont chroniques et qui nécessitent un traitement prolongé. Des fois, on a des pathologies chroniques qui sont là, mais qui n'ont pas besoin de traitement sur le long terme. Il n'y a pas de traitement, en fait, c'est vraiment des choses de la vie courante à mettre en place. Mais quand il y a des traitements médicamenteux ou avec des spécialistes, on peut mettre en place une ALD. Donc, il y a des ALD qui sont exonérantes et d'autres qui sont non exonérantes. Donc là, on rentre dans le jargon un peu compliqué. Faut savoir que dans les ALD, alors c'est des tableaux, hein, il y a des pathologies qui font partie du tableau ou pas. Après, les médecins ont l'habitude et généralement, ils proposent eux à leurs patients, quand il y a des pathologies qui sont dans les tableaux d'ALD, ils leur proposent de mettre en place l'ALD. Il faut savoir qu'on peut avoir plusieurs ALD si on a plusieurs pathologies. On peut avoir une ALD pour une dépression, on peut avoir une ALD pour de l'asthme sévère, on peut avoir une ALD, du coup, tous les soins qui sont en lien avec l'ALD sont pris en charge en fonction de l'ALD.
Par exemple, si j'ai une ALD pour de l'asthme, si je dois faire une cure thermale pour de l'eczéma, mais que je n'ai pas d'ALD pour de l'eczéma, ça ne sera pas pris en charge puisque l'ALD correspond à une pathologie bien précise. Il faut faire une autre demande d'ALD pour une autre pathologie. Donc, d'autres démarches. Généralement, les médecins sont bien au courant de ce dispositif. Il faut savoir que l'ALD, elle rembourse donc 100% des frais en lien avec la maladie, donc les consultations, les examens, les soins, les médicaments, les hospitalisations, le transport, sous certaines conditions. Et l'ALD, elle a une durée déterminée dans le temps. Donc le médecin, il demande fait une demande d'ALD pour une durée bien précise. Et bien sûr, c'est renouvelable. Et du coup, il utilise des ordonnances qui sont spécifiques. Par contre, dans les ALD, il y a des choses qui ne sont pas prises en charge. Donc, toutes les participations forfaitaires qu'on a tous quand on va acheter des médicaments ou quand on fait une consultation. Il y a aussi des franchises pour les transports. Il y a des dépassements d'honoraires qui ne sont pas pris en charge. Et puis, toutes les demandes un petit peu particulières qui ne sont pas forcément prises en charge. Dans ces cas-là, il faut faire une demande préalable auprès de la sécurité sociale. Donc là, c'est pareil, c'est un document bien spécifique et faut attendre la réponse ou la non-réponse pour savoir si ça peut être pris en charge ou pas. Ça, c'est vraiment des questions à voir avec votre médecin, en fait. Ensuite, on a la question des transports. Le fait d'être en ALD ou en suivi post-ALD n'ouvre pas forcément droit à la prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie. Il faut savoir que les situations qui permettent la prise en charge des transports, elle est strictement listée dans une liste bien stricte et il faut parfois faire une demande d'accord préalable. Donc, il faut attendre le retour, sachant que si on n'a pas de réponse dans les 15 jours, ça vaut accord. Donc, c'est pas toujours facile de savoir si c'est accordé ou pas, parce qu'on attend le retour, mais si on n'en a pas, c'est au bout de 15 jours, c'est d'accord. Donc, c'est pas toujours facile de savoir si on y a le droit ou pas. Après, il y a des choses qui sont soumises à un accord préalable et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc, je vous ai mis là les éléments, donc les transports à plus de 150 km. Donc, par exemple, quand vous faites des frais, enfin des consultations qui sont assez éloignées de plus de 150 km, s'il y a des allers-retours aussi en série, par exemple, sur des pathologies un peu chroniques, style sur des cancers où il y a des chimiothérapies qui reviennent toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine. S'il y a plus de 4 trajets de plus de 50 km aller-retour, il y a besoin de faire une demande d'accord préalable. Et puis lorsque le lieu de soin est éloigné du domicile, parce que du coup, on a pour principe aujourd'hui de devoir se faire soigner au plus proche de chez soi, sauf que on le sait bien, les spécialistes ne sont pas forcément à côté de chez nous, et du coup, lorsque on est éloigné du lieu de consultation, il faut demander l'accord préalable à la Sécu pour pouvoir être remboursé. Et il y a d'autres transports qui ne nécessitent pas d'accord préalable, donc ça se fait directement avec le médecin. Donc les transports en ambulance quand il faut être allongé, soit sous surveillance permanente, ou alors faut être brancardé, ou alors quand il faut que ce soit bien désinfecté dans des conditions bien spécifiques, ou dans des véhicules sanitaires légers avec l'utilisation d'une aide technique, donc soit pour descendre de son domicile ou alors pour juste aller au lieu de soins, donc si on a besoin d'une aide technique ou d'une aide même d'une tierce personne pour la transmission des informations avec le médecin. Ou alors aussi quand il y a un risque infectieux, donc sur des véhicules qui sont très aseptisés et nettoyés spécifiquement. Là, du coup, c'est pris en charge de manière assez automatique, sans accord préalable auprès de la Sécu. Donc, ça enlève une petite démarche administrative quand même. Après, je vais vous parler un peu du travail, donc parce qu'il y a certaines pathologies qui permettent de continuer à travailler de manière classique, d'autres qui permettent de continuer à travailler mais avec quelques aménagements. Des fois, on est obligé aussi de s'arrêter quelque temps pour suivre son traitement ou le temps de récupérer un petit peu. Donc, quand on peut concilier le traitement et le travail, il existe des autorisations, alors qui sont, c'est fixé, mais c'est pas enfin, il n'y a pas de modalité spécifique dans le droit du travail. Voilà, ça a été mis à un moment donné, mais voilà, c'est au bon vouloir de l'employeur et dans aussi comment les relations se passent dans l'entreprise. Donc, il y a des autorisations d'absence pour suivre un traitement médical quand on est en ALD.
Donc, c'est des autorisations d'absence qui nécessitent pas d'arrêt de travail, mais qui permettent, par exemple, d'aller avoir une injection le lundi matin à 8 heures et après de revenir sur son lieu de travail. Donc, alors, c'est un accord entre l'employeur et le salarié. Et du coup, il faut quand même un certificat médical, hein, et du coup prouver qu'on est en ALD. Il faut surtout se rapprocher du médecin du travail pour ces questions-là, qui lui pourra acter que oui, il y a un problème de santé, oui, il y a un besoin de s'absenter pour une raison médicale, et qu'après la personne est tout à fait apte à reprendre son travail de manière classique. Il y a aussi la possibilité d'avoir des horaires individualisés. Donc, par exemple, quelqu'un qui doit faire du kiné 3 fois par semaine sur des horaires bien précises. Il y a certains employeurs avec lesquels on peut arriver à travailler, à avoir des horaires. Alors, on appelle ça soit des horaires libres, des horaires flexibles, des horaires variables. Donc, souvent, c'est pas rémunéré, hein, ces horaires, mais ça permet de pouvoir continuer ses soins et de concilier le travail avec. Après, il y a des accords d'entreprise ou des conventions collectives qui peuvent permettre à ce que ces heures soient rémunérées, mais c'est pas tout le temps le cas, hein. Et puis après, quand on est en ALD, on a aussi la possibilité de s'arrêter de travailler, mais de courte durée et de manière fractionnée. Par exemple, si j'ai un traitement à faire tous les lundis assez lourd, eh ben, je peux avoir un arrêt de travail fractionné, par exemple le lundi et le mardi pour récupérer, et ça sur un temps donné. Donc ça, c'est en effet des choses aussi à parler avec le médecin du travail pour que ça se mette en place, et puis bien sûr avec l'employeur. Donc ça, c'est quand on peut continuer à travailler. Et si je dois m'arrêter de manière plus longue de travailler, eh ben, faut savoir que un arrêt de travail peut être prescrit par le médecin traitant ou par un spécialiste. Et du coup, on a le droit, par contre, là, dans ces cas-là, à des indemnités journalières. Alors, selon certaines conditions, il faut quand même avoir travaillé pendant les 6 premiers mois. Pour avoir 6 mois d'arrêt maladie, il faut avoir travaillé au moins 150 heures pendant les 3 derniers mois. Et donc, voilà, il y a quand même des conditions d'avoir travaillé et d'avoir cotisé pour pouvoir avoir un arrêt de travail indemnisé. Faut savoir que les médecins du travail n'ont pas le droit de prescrire d'arrêt de travail, mais souvent quand ils voient que la continuité du travail est trop compliquée, ils vous orientent vers votre médecin ou votre spécialiste pour qu'il y ait un arrêt de travail et pour qu'il y ait une prise de traitement et que c'est une plus d'efficacité que si vous continuez à travailler. Donc en cas d'ALD, la perception des indemnités journalières, elle est de 3 ans maximum en rapport avec une ALD. Marie, je te coupe, je suis Oui. désolé, avant que j'oublie, mais du coup, il se passe quoi au bout des 3 ans si on a un arrêt de 3 ans Eh ben, c'est la question de la reprise de travail. Donc, tu vois, après, j'organise ma reprise. Ah, excellent. Super. Si je peux reprendre mon travail de manière soit adaptée, aménagée, eh ben, je travaille à la reprise de mon projet professionnel. Donc, soit je reprends mon travail de manière aménagée, soit je travaille à une reconversion, un reclassement ou quelque chose. Ou alors, je ne suis plus en capacité de travailler ou en tout cas à temps plein. L'assurance maladie a mis en place la pension d'invalidité, donc qui permet de travailler, ou pas d'ailleurs, mais la première catégorie permet de travailler à un taux réduit et de pouvoir percevoir en plus de son salaire une pension d'invalidité pour compléter le salaire et pour compléter du coup le fait qu'on puisse pas travailler à temps plein. Donc ça, en fait, ça dépend vraiment quand on est au bout des 3 ans. Est-ce que je peux reprendre? Quel est mon état de santé? Est-ce que je peux reprendre? Est-ce que je peux pas reprendre? Sous quelles conditions? Est-ce que je peux me reformer et travailler ailleurs? Ou est-ce que je peux plus travailler du tout, ni dans ce que je faisais avant ou pas? Là, il y a un gros travail de reprise, enfin de fin d'arrêt de maladie et d'organiser sa reprise de travail à la suite. Alors, souvent, ça se fait avant, hein, mais si on est au bout des 3 ans d'ALD, ça peut se faire à ce moment-là. Et puis, pour avoir la pension d'invalidité, il faut avoir moins de 62 ans, parce qu'il faut savoir que les personnes qui ont une pension d'invalidité à 62 ans, aujourd'hui c'est 62 ans, ils passent directement à la retraite, en fait. On peut pas faire plus, si on a une pension d'invalidité, on peut pas travailler plus que, au-delà des 62 ans. Et donc, comme je vous disais, il y a 3 catégories d'invalidité. Donc, la première, je continue à travailler avec un temps réduit
et je perçois la pension d'invalidité. La deuxième, je ne suis plus du tout en capacité de travailler, donc je perçois tous les mois une pension d'invalidité. Et la troisième, je ne suis plus en capacité de travailler et j'ai besoin en plus d'être assistée dans les actes de la vie quotidienne. Donc j'ai besoin d'une tierce personne. Donc là, bien sûr, la pension d'invalidité, elle est majorée à chaque fois en fonction de la catégorie. Et elle est calculée en fonction des revenus qui ont été perçus les années avant la mise en pension d'invalidité. Ça représente, pardon, une perte de combien de pourcents par rapport à l'emploi à temps plein, au salaire à temps plein, Alors, ça dépend des conditions de reprise. Par exemple, si je reprends à 50, 60, 70%, je vais pas, la pension va être au prorata, en fait. Et ça dépend aussi du revenu que j'ai eu avant, en fait. Ça dépend de son revenu à soi, en fait. C'est vraiment personnel. La pensionnalité, ça dépend de combien j'ai perçu avant la mise en invalidité. D'accord, mais de toute façon, si on travaille à temps réduit et que l'on perçoit une pension, on n'obtiendra pas Un euh, salaire à 100%. le Non, salaire à 100% qu'on avait non, non. auparavant. Il y a toujours une perte. Ouais, d'accord. Et du coup, je voulais aussi vous évoquer la reconnaissance. Donc, la reconnaissance de quoi? Eh ben, la reconnaissance que cette maladie, à un moment donné, être en situation de handicap par rapport à un emploi sans pathologie. La reconnaissance, c'est pas quelque chose de facile à faire puisque c'est se dire qu'on est en situation de handicap. Après, il faut savoir que quelqu'un qui est par exemple allergique au chlore, moi par exemple, si je suis allergique au chlore, dans mon métier d'assistante sociale, je vais pas être handicapée dans mon travail. Clairement, ça va pas me changer la vie. Par contre, un surveillant de baignade qui est allergique au chlore, qui déclenche une allergie au chlore, lui, il va être sacrément en situation de handicap par rapport à son travail. En fait, la situation de handicap, elle est vraiment liée au travail. Il y a des situations de handicap qui vont pas du tout gêner dans le quotidien de travail et dans d'autres, bah si. C'est comme le boulanger qui va devenir allergique à la farine, et ben il pourra plus faire son travail. Moi, en tant qu'assistante sociale, je ne touche pas la farine dans mon quotidien professionnel, donc ça va pas me gêner. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que la situation de handicap au travail, elle est toujours liée au contexte de travail. Si demain on vous change de travail ou on adapte votre poste de travail, vous serez plus forcément en situation de handicap. Donc la reconnaissance, elle se fait auprès de la MDPH, donc avec un gros dossier, une partie médicale et une partie administrative. Et le but, c'est vraiment d'expliquer quels sont les retentissements de la maladie dans le quotidien de travail, mais aussi dans le quotidien personnel, parce que c'est le même dossier pour le handicap personnel ou professionnel. Dans ce dossier-là, on essaye de tout y mettre, c'est pour ça qu'il est assez important, mais il faut être le plus précis possible pour que la MDPH analyse le plus votre besoin et réponde le plus à votre besoin en fonction des dispositifs qu'ils peuvent mettre en place. Donc la NDPH, c'est le guichet unique pour les adultes, pour les enfants, pour les personnes en situation de handicap à plus de 80% et pour ceux qui sont aussi en handicap à moins de 10%. Donc c'est pour tout le monde, c'est le même endroit où il faut faire la demande. Et donc c'est départemental, donc il y a une maison départementale des personnes handicapées dans chaque département. Et donc, qu'est-ce qu'elle peut accorder la MDPH? Alors, la MDPH, elle donne pas de sous. Elle accorde des droits. Donc, elle étudie le dossier et en fonction du certificat médical et enfin, et du dossier administratif, ils sont une commission, ils se réunissent. Il y a des médecins, il y a des experts qui se réunissent et qui essayent de coller au maximum les dispositifs qu'ils ont avec la situation des patients. Je pense que c'est pas quelque chose de facile à faire sans voir les gens de leur donner des droits en fonction de leur pathologie. Et donc, les aides qui sont accordées, elles sont susceptibles de varier en fonction de la gravité de la pathologie et des conséquences sur la vie quotidienne. Quelqu'un qui a la même pathologie que vous n'aura pas forcément les mêmes droits que vous, puisque les incidences et les besoins dans le quotidien ne seront pas forcément les mêmes. Donc des fois, c'est vrai que j'entends souvent dire, bah ma voisine, elle a la même pathologie que moi, mais elle a pas, elle a le droit à ça, elle a le droit à ça. Bah parce que peut-être elle a ces besoins-là, elle, dans son quotidien, ou elle a su en tout cas l'exprimer peut-être mieux que vous. Donc en effet, après, on faut pas hésiter à reprendre le dossier et à redonner des éléments, mais la même pathologie n'ouvre pas les mêmes droits en fait. Et en plus, pas dans les mêmes départements.
Donc la MDPH, elle peut donner la reconnaissance de travailleurs handicapés, donc la qualité de travailleur handicapé. Donc là, c'est pour tout ce qui est aménagement des postes de travail et reconnaître dans le lieu de travail le handicap. La prestation de compensation du handicap, donc ça peut être soit de l'aide humaine, soit de l'aide matérielle ou soit de l'aménagement de logement. Donc c'est plus pour des choses personnelles. L'allocation adulte handicapé, quand on est en situation de handicap de plus de 80%, on peut avoir une allocation adulte handicapé pour permettre de subvenir à ses besoins car on ne peut pas travailler. Et l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, donc ça c'est pour tous les enfants de moins de 20 ans qui ont un handicap reconnu et qui peuvent, enfin les parents du coup perçoivent cette allocation pour aider à l'éducation de l'enfant et souvent en fait les parents est obligé de diminuer son temps de travail, donc ça lui permet d'avoir un petit complément. Et c'est aussi à la MDPH qu'on demande les cartes mobilité inclusion, donc les petites cartes de stationnement qu'on met sur les voitures. Donc la carte de stationnement, c'est la CMI, donc la carte mobilité inclusion stationnement. Et on a aussi la carte, la CMI invalidité priorité. Donc ça, c'est pour passer devant les caisses ou pouvoir s'asseoir quand on est dans un transport en commun. En gros, c'est on ne peut pas, la station debout est pénible pour les gens, donc il faut qu'elle reste le moins, ce soit le plus rapide possible. Et puis du coup, la MDPH s'oriente aussi vers des structures spécialisées en fonction des besoins. Donc il y a tout un tas de choses qui sont mises en place. Elle travaille avec beaucoup de partenaires et de maisons adaptées, en fait, de services adaptés pour, en fonction du handicap, orienter vers les services les plus adéquats. Après, il faut savoir que de manière générale, pour toutes les questions d'ordre médical, il faut en parler à son médecin. Et après, sur tout ce qui est questions sociales, en fait, en fonction des situations, vous pouvez contacter le service social de la sécurité sociale en faisant le 36 46 et en disant assistante sociale. Normalement, ça vous donne le droit de parler à une assistante sociale de la sécurité sociale. Il y a aussi des assistantes sociales dans les mairies, dans les CCAS, en fonction de votre lieu d'habitation, qui peuvent tout à fait répondre à vos questions et vous orienter dans vos droits. Et puis dans les associations de patients, ça se développe de plus en plus le recours au service social pour justement essayer d'y comprendre un peu plus dans tous ces dispositifs et dans tous les besoins qu'on peut avoir avec les droits qui en face. Donc voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Déjà, merci beaucoup. C'est effectivement résumé en quelques minutes tous les méandres C'est de- ça. administratifs. Moi, j'avais une question sur les MDPH. Au numéro vert de l'association, on a régulièrement des patients qui nous appellent parce que voilà, ils n'ont pas obtenu gain de cause et on a vu aussi que pour vraiment des situations équivalentes, mais quand je dis équivalente, c'est-à-dire la même situation, une personne qui déménage d'un département à l'autre, il va y avoir des conclusions de la MDPH qui peuvent être très différentes. Donc en fait, c'est harmonisé ou pas? Non. Non, les MDPH, c'est départemental. Donc, il y a en fait le dispositif national avec, dans toutes les MDPH, il y a la AH, il y a la PCH, il y a les mêmes dispositifs, mais les décisions sont départementales. Ils ont des enveloppes administratives départementales, donc chaque département gère sa MDPH comme il l'entend. D'accord. Donc il peut y avoir des injustices. Entre deux départements, vous pouvez avoir des grandes différences, en effet. Et dans ces cas-là, quels sont les recours? Eh ben, de déménager. Oui, pas toujours facile. Non, non, mais c'est vrai que c'est très compliqué parce que si en plus vous avez des droits dans un département, vous déménagez et vous n'avez pas du tout la même chose dans l'autre département, c'est un peu compliqué parce que c'est des choses que vous avez l'habitude d'avoir eues et là, la situation n'a pas changé alors que et vous avez plus les mêmes droits. Faut pas hésiter quand même à contacter le référent de la MDPH. Tout le monde, normalement, quand on a un dossier MDPH, on a le nom d'un référent en haut. C'est juste un nom avec son adresse mail. Faut pas hésiter à le contacter et à expliquer la situation. Comme je vous dis, en fait, la MDPH, ils doivent donner des droits avec juste un dossier papier. Les gens, en plus, le dossier fait peur, donc ils osent pas trop dire les choses. Enfin, voilà, ils cochent, mais il y a toute la partie écrite où faut pas hésiter à remplir vraiment les conséquences que ça a dans le quotidien, la situation de maladie, qu'est-ce que ça apporte dans le quotidien.
Et du coup, faut pas hésiter à redonner des éléments aux référents MDPH et à les contacter en fait, en disant bah voilà, moi j'avais ces droits-là dans ce département, dans l'autre département j'ai plus ces droits-là. Enfin, comment je peux faire? Est-ce qu'il y a vraiment pas possibilité de d'avoir les mêmes droits? Et voilà, essayer d'argumenter un petit peu que la situation n'a pas changé quoi. D'accord. Et est-ce que le médecin traitant peut appuyer les demandes auprès de la MDPH ou... Alors, le médecin traitant, lui, alors traitant ou spécialiste, il remplit le document, hein, et c'est vrai que plus lui aussi il est précis, plus on a, la MDPH a des éléments pour statuer. On peut aussi mettre les comptes rendus, ce qui peut être aussi très aidant, c'est les derniers comptes rendus. Alors pas toutes les radios, hein, mais les derniers comptes rendus les plus parlants qui montrent bien qu'il y a telle ou telle difficulté. Ça peut vraiment aider. Après, le médecin traitant, lui, c'est vraiment la partie médicale, mais comme je vous disais, la même incidence médicale ne va pas avoir les mêmes répercussions dans les besoins et dans le quotidien des personnes. Donc c'est vraiment ce que la personne, elle, ressent comme gêne et comme difficulté qui va pouvoir être mise en valeur, quoi. Oui, mais par exemple, pour l'allocation adulte handicapé, enfin, je veux dire, ça peut avoir des conséquences importantes Ah si... bah oui, oui. Le médecin, en effet, enfin, en cas de décision et de recours, enfin, parce que du coup, la NDPH a rendu des décisions et on a un recours, on a le droit, un certain temps, on a le droit de faire un recours. Et là, en effet, il vous demande d'étayer vraiment la situation médicale et de donner le plus d'éléments possible. Le médecin généraliste peut faire des demandes d'autres examens pour appuyer vraiment la situation. Et en effet, il faut que le dossier médical soit vraiment très important, quoi. D'accord, ok. Alors, j'avais une autre question aussi qu'on nous a posée au numéro vert. Est-ce que c'est la même chose selon que l'on soit salarié du public ou du privé? Par rapport à quoi? Par rapport à tout, finalement. Que ce soit les ALD, bon, ça, je suppose que c'est la même chose pour tout le monde. Oui, ouais. Après, peut-être les négociations avec l'employeur peuvent être peut-être différentes. Oui, Nous, on a toute la fait ça. partie où en effet je vous évoque les temps de travail flexibles et tout ça, souvent dans le public, alors c'est les plus grosses machines, donc c'est un peu plus compliqué, mais souvent il y a quand même des accords handicap qui donnent qui notent quand même des choses bien précises et des dispositifs bien précis. Et il n'est pas étonnant de voir que dans certains accords handicap, pour certaines pathologies, à partir du moment où vous avez une reconnaissance de travailleur handicapé, et ben du coup, vous pouvez avoir le droit à 2, 3 jours dans l'année. Enfin voilà, il y a des petits avantages qui sont mis en place selon les entreprises et selon les, les, les fonctions publiques aussi, parce que les fonctions publiques ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes fonctionnements. Fonction publique territoriale, hospitalière et d'État fonctionnent pas forcément pareil. Donc, mais du coup, généralement dans les fonctions publiques, il y a quand même, quand il y a une reconnaissance de handicap qui a été faite, un correspondant handicap, parce que ça c'est obligatoire, qui peut vous aider en tout cas à y voir plus clair sur vos droits et sur l'accord qui a été mis en place et qu'est-ce que ça donne de plus aux salariés. D'accord. Normalement, le correspondant handicap, c'est dans toutes les entreprises de plus de 250 salariés. Mais c'est pas toujours respecté. Donc, Oui, c'est ça. Oui, effectivement. Mais dans la, oui, alors toujours dans la fonction publique, parce qu'on a vraiment eu plusieurs cas, fonction publique territoriale ou même hospitalière, ce qui est un comble, avec des personnes qui se sont retrouvées dans des situations absolument terribles. Enfin, plus de, enfin, parfois plus de salaire, parfois complètement mis à l'écart, etc. Là, il y a des recours ou pas, où il alors faut... normalement, dans toutes les fonctions publiques, il y a un service social hein, pour les agents, hein, normalement. Ah, normalement, Donc, ouais. il faut vraiment les orienter vers l'assistante sociale parce que du coup, l'assistante sociale, elle, là, dans la fonction publique même, elle fait le lien entre l'agent
et le service RH ou la direction. Donc c'est vraiment, elle est entre les deux et elle est là justement pour que ça s'harmonise. Donc le but, c'est vraiment d'orienter les gens vers le service social quand il y en a une, quand il y en a un. Mais après, normalement, sur tout ce qui est handicap, enfin, c'est la même. Alors après, c'est tout ce qui est arrêt maladie en fait. En arrêt maladie, dans la fonction publique, c'est bien spécifique. Enfin, il y a des congés longue durée, des congés longue maladie, donc il y a tout un tas de dispositifs qui sont différents. C'est pas des arrêts maladie classiques comme nous on peut avoir dans le régime privé. Et du coup, faut que ça soit soumis à expertise. Parfois, c'est très long. Du coup, ils se retrouvent à demi-salaire. Donc, c'est en fait dans la fonction publique, il faut essayer d'anticiper, ce qui n'est pas facile avec la maladie, puisqu'on ne sait pas dans 6 mois comment ça va aller ou pas, en fait. Mais vraiment, faut se mettre en relation avec le service de santé au travail dans la fonction publique, hein. S'il n'y a pas D'accord. d'assistante sociale rattachée directement, il y a toujours un service de santé au travail, une infirmière ou des médecins du travail qui sont là justement pour faire avancer les situations qui sont bloquées. D'accord. Dorian, tu as des questions? Ah, j'en ai plein. J'en ai plein. Ah, Tenir jusqu'à 23 heures, on pourrait faire une nocturne. Déjà, merci parce qu'en fait, c'est plein de choses. Alors, assistante sociale, c'est un métier d'acronyme apparemment, mais il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, nous les patients. Et puis, en fait, je pense qu'il y a plein de choses aussi les médecins ne connaissent pas. Et justement, je voulais revenir sur cette histoire des dossiers MDPH. Est-ce que justement, les médecins sont assez formés à tout ça? Est-ce que tu le sais s'ils ont des formations ou pas? Parce que parfois, d'un dossier rempli à un autre dossier, on voit celui qui est un peu plus habitué ou en tout cas qui y prend plus goût qu'un autre où il y a deux ouais. phrases et où il y a un paragraphe un peu plus complet. Et ce qui n'est pas une égalité des chances pour les patients. Alors les médecins, ils se forment en fonction de leurs appétences aussi. Enfin, chaque médecin se forme à ce qu'il a envie de se former ou pas. Sur les dossiers MDPH, je sais pas forcément s'ils sont formés. En effet, moi, quand j'accompagne des gens, je vois qu'il y en a. Enfin voilà, c'est même eux qui proposent et qui suggèrent aux patients de faire le dossier. Il y en a, ils ont des pathologies depuis des siècles et ça leur a jamais été proposé. Donc en effet, ça dépend vraiment du patient, peut-être aussi Médecin. enfin, du médecin, peut-être aussi de la génération, parce que c'est vrai que il y a quelques années, on parlait moins de la reconnaissance de travailleurs handicapés et tout ça. Aujourd'hui, peut-être que les jeunes générations de médecins en parlent plus facilement. Donc il y a aussi le côté handicap dans la société qui évolue, hein. Donc il y en a qui sont peut-être plus à l'aise avec la question ou pas. Mais en effet, la question du remplissage du dossier médical, il faut savoir qu'on a certains médecins qui refusent de le faire, hein. Parce que c'est long, c'est pénible, voilà, il y a beaucoup de pages, ça traite, voilà, il est très très complet le dossier médical, donc c'est très long. Il y en a qui disent, bah prenez rendez-vous exprès pour le faire parce que moi il me faut plus de temps, donc ça c'est plutôt bien. Et puis il y en a qui refusent de le faire. Et puis déjà qu'on a une pénurie de Refuser, médecins c'est... traitants, donc trouver un médecin juste pour remplir un dossier MDPH, c'est compliqué aussi, quoi. Ouais, mais ça reste un droit des patients, donc c'est un peu embêtant quand on refuse. Je voulais juste aussi partager peut-être une expérience propre personnelle. Quand tu parlais des transports, effectivement, c'est pris en charge ou pas. Là, ça dépend aussi. Cependant, il y a aussi la possibilité de, quand on est éloigné de son domicile, de prendre le train, le TGV. À titre d'exemple, moi qui habite à Tours et qui est suivi à Paris pour mon asthme, j'ai une prise en charge qui se fait par le TGV, pas obligé de prendre toujours ce VSL qui peut être aussi un frein. Là aussi, par contre, je crois, et tu me corrigeras si je dis une bêtise, il faut, comme ça à plus de 150 km, c'est les mêmes conditions, il faut faire une Oui, déclaration avant la CPM qui ouais, valide ou pas. une euh, demande d'accord préalable. et en plus, ça coûte un peu moins cher qu'un VSL, donc ça permet aussi de faire un peu d'économie, c'est pas mal aussi, pensons-y. J'ai une autre question, enfin j'en ai encore trois en vrai, mais je vais commencer par une question peut-être un peu bête, mais l'assistante sociale, tout le monde peut y accéder de manière gratuite? Oui. C'est court, c'est efficace. Oui, Ah, oui, si alors, tu as des des assistantes questions, sociales, il y en c'est... a partout. Il y en a, généralement, il y a une assistante sociale dans toutes les mairies. Alors, sur les petites communes, elle vient une fois tous les 2 mois. Sur les grandes villes, elle vient, elle est là à presque tenir, tout le quoi. temps. Donc, voilà, ça dépend de là où on habite. Il y en a maintenant dans les entreprises, dans les grandes entreprises. Il y en a à la sécurité sociale, il y en a à la CAF, enfin, il y en a un peu partout. Après, on a toute une expertise différente. Enfin, moi, je travaille dans les entreprises, donc je suis très maintien en emploi.
tout ce qui est question maladie professionnelle, accident de travail, voilà, ça c'est, on a toute notre expertise et c'est vrai que des fois, bah, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui est peut-être un peu moins à l'aise avec les questions bah, de handicap ou de maintien en emploi, mais on a quand même un socle commun de connaissances et on sait où aller chercher les informations. Si une question que bah, je veux pas forcément savoir, on sait où aller chercher les informations et on a des partenaires avec lesquels on travaille, donc normalement, tout le monde peut arriver à trouver une assistante sociale gratuite avec un temps d'attente plus ou moins long parce que bah, dans les grosses villes, bah, il y a beaucoup de demandes aussi, hein, mais normalement, tout le monde peut arriver à trouver quelque chose comme ça. D'accord. Tu as des questions, Christine, qui arrivent sur Non, le... non, non. Après, je continue dans ma lancée parce que, On en fait, continue dans ta dis lancée, oui. trois, mais en me relisant, j'en ai au moins cinq encore. Sur les ALD, tu disais qu'il y avait une prise en charge. Donc, évidemment, quand je consulte mon pneumologue pour de l'asthme et que j'ai une ALD, il y a une prise en charge. Si je consulte mon dermato pour de l'eczéma, enfin, quoi que ça peut être lié parfois, mais je sais pas, le Des chirurgien fois, orthopédiste ouais. a des problèmes, j'aurais pas de prise en charge ALD. Par contre, il y a certains patients, des fois, par exemple, il y a les secteurs 1, les secteurs 2, et qui se disent, bah tiens, je vais pas aller en secteur 2 parce que malgré que j'ai une ALD, je sais pas si c'est pris en charge. Donc, est-ce que, on est d'accord que secteur 1, secteur 2, c'est pris en charge avec la LD de manière pareille? Il n'y a pas de reste à charge pour le patient, Oui, mis à il n'y a part pas de reste à charge, sauf le s'il y a reste. des dépassements d'honoraires du coup du médecin. Oui, mais je vais chez le pneumologue, je ne sais pas combien ça coûte, mais par exemple, je paye ma consultation 80 euros, qui est en secteur 2. C'est le patient, il doit débourser quand même. Non, c'est pris en charge. Après, par contre, il faut bien avoir une ALD Oui, pour une pathologie en lien avec un pneumologue. C'est oui, oui, souvent ça oui. qui est compliqué parce que bah, enfin, là encore aujourd'hui, j'ai vu une patiente, elle avait plusieurs problèmes de santé et du coup, elle me dit bah, j'ai une ALD pour dépression alors qu'elle a un problème de respiration et elle me dit mais du coup, quand je fais mes déplacements, c'est pas pris en charge. Je dis bah oui, mais elle me dit j'ai une ALD. Oui, mais en fait, une ALD égale une pathologie et c'est souvent là où on oublie en fait parce qu'on a une ALD, on a une ALD, on sait même pas des fois pourquoi on a une ALD. Enfin voilà, le médecin il m'a fait une ALD il y a des années, je sais même plus pourquoi bien refaire le point avec son médecin. La LD que vous m'avez faite il y a tant d'années, c'était pour quelle pathologie? Parce qu'aujourd'hui, j'ai peut-être d'autres pathologies et ce serait peut-être bien de remettre à jour tout ça parce que bah ça, c'est pas pris en charge, ça, je suis pas remboursée. Et souvent, en plus, enfin, les gens, ils vont pas forcément voir comment ils sont remboursés, sur quel. Donc, il y a souvent des choses à remettre en place et à plat là-dessus. Oui, mais c'est important de repréciser parce que effectivement, on entend souvent j'ai une ALD pour tout. Non, et bien heureusement que vous n'avez pas une ALD pour tout parce que aïe aïe aïe. Et puis aujourd'hui, on est quand même dans une situation, enfin sans faire trop de politique, où les ALD, on ne sait pas trop comment ça avance ou ça avance pas. Donc il est quand même important effectivement que nous, patients, soient aussi vigilants à ce qu'on demande dans nos Mm. ALD et qu'on n'en abuse pas. Bah, et puis qu'on sache pourquoi on a une ALD, en fait. Enfin, Ouais, clairement, bah oui, oui, là, oui. la dame, elle me dit, bah, je sais pas. Et toutes ces démarches de MDPH, toutes ces démarches d'ALD, de reconnaissance qualité de travailleur handicapé, est-ce que tu penses que parfois il y a certains patients qui se le refusent de le faire parce que c'est des patients, ça peut être des jeunes actifs, et par exemple, à titre d'exemple, moi quand on m'a dit MDPH, ALD, j'étais moyennement chaud parce qu'on m'a proposé ça à 22, 25 ans. Bon, j'avais d'autres ambitions de vie, mais c'est aussi l'accès au crédit, on pense aussi à ça, si je vais aller acheter une maison, si je vais acheter une voiture. Est-ce qu'il y a des freins ou il n'y a pas de frein à ça? Alors, la question du handicap, enfin, notamment de la reconnaissance du handicap, clairement, c'est personnel. Enfin, j'imagine que quand tu as fait ta demande, tu as reçu ta petite notification. On t'a jamais demandé de la donner plus que ça. Enfin, moi, je dis qu'il faut en parler à l'employeur parce que, bah, du coup, si tu veux qu'il y ait des aménagements dans ton poste de travail ou des choses comme ça, que c'est une plus-value dans ton travail, il faut en effet la faire connaître. Mais c'est vrai que c'est pas facile déjà d'être emprisonné dans la case handicap quand on a 20 ans ou même 30 ans ou même 40 ans. Moi, ce que je dis, c'est que en fait, faire la reconnaissance, ça n'améliore pas la maladie, ça l'empire pas. C'est juste à un moment donné reconnaître que bah, la maladie est là et que on peut peut-être essayer de vivre un peu mieux avec et de moins tirer, on va dire, sur la corde en mettant des aménagements en place pour justement aller un petit peu plus loin et longtemps soit dans l'activité professionnelle ou même dans l'activité personnelle, hein. Mais du coup, ça permet aussi d'avoir des aménagements pour vivre avec.
Après, pour tout ce qui est question de crédit, là, il y a toujours, bah, il y a un gros, il y a eu, enfin, il y a eu des choses de fait, la convention AERAS, là, avec plus ou moins de réussite, hein. Donc, il y a des choses qui existent, mais il y a quand même une question quand même de surassurance, bah, de toute façon, pour tout problème de santé, hein. De toute façon, avec ou sous handicap, si demain j'ai un cancer, que j'ai fait une reconnaissance de travailleur handicapé ou pas, va falloir que je la déclare et ça va sûrement coûter un petit peu plus cher en assurance. Mais c'est pas la question de la reconnaissance du handicap qui va faire que ça va me coûter plus cher, c'est vraiment la pathologie qui est là, quoi. Vous pouvez repréciser la convention AERAS? Et ben normalement, c'est pour que chacun puisse avoir accès au crédit de manière équitable et qu'il n'y ait pas de surprime en effet pour les gens qui ont des problèmes de santé. Donc, faut savoir que si on va faire une demande de crédit quelque part et qu'on nous refuse ou qu'on nous donne des... alors, généralement, ils refusent pas, hein, c'est juste que c'est beaucoup plus cher que les autres. Donc, il faut pas hésiter à les contacter. Donc, il y a tout un site, conventionaeras.com, et pour qui vous aide en fait à mettre en place des choses en fait pour justement que vous puissiez avoir un crédit au même titre que les autres et que ça vous coûte pas beaucoup plus cher. Après, de toute façon, ils prennent des risques supplémentaires, hein, mais bah, tout à chacun peut déclencher un problème de santé à un moment donné, de toute façon. Donc, Nous, on avait travaillé à une époque avec Cardiff Assurance pour obtenir finalement qu'à partir du moment où les personnes asthmatiques avaient un asthme contrôlé, elles puissent bénéficier d'un accès au crédit en classique. occupant Ouais. immobilier, ouais, classique. Mais ça a été un petit peu compliqué et je pense que de temps en temps, c'est peut-être un petit peu oublié, mais Oui. je crois qu'il faut pas hésiter en effet à, à poser des recours et à discuter parce que, bon, un asthme bien contrôlé, voilà, c'est pas une raison pour payer des surprimes. Ouais. Et il y a des choses qui ont été reconnues en plus au niveau national, par exemple pour le cancer, quand on est en rémission d'un cancer depuis plus de 5 ans, normalement tout est, enfin voilà, c'est comme si c'était C'était rien classé. passé. Donc voilà, il y a des choses qui ont évolué sur certaines pathologies, donc ce serait bien que ça évolue sur d'autres pathologies. Et en effet, à une pathologie qui est maîtrisée et bien traitée, il n'y a pas de raison que Ouais, qu'on ait une surprime en fait. ouais. Donc il faut être vigilant quand même. Il faut être C'est ça. vigilant par rapport à ça. Oui. Il faut, bah, du coup, faut se battre encore, hein. Mais malheureusement, en fait, quand on a un problème de santé, il faut se battre à plusieurs niveaux pour obtenir son dossier MDPH comme dans l'autre département, pour obtenir un prêt. Donc, c'est pour ça aussi que, bah, qu'il y a des associations ou des professionnels qui sont auprès des patients, justement, pour aider, parce il y a le problème de santé et il y a tout ça en plus, quoi. Mm. Mm. Ouais. Dorian, parce que notre auditoire est très silencieux ce Ah, il soir. fait trop chaud pour ça. Oui, il doit faire trop chaud. J'en ai d'autres, hein, j'en ai une autre qui est là. L'asthme, ça touche quand même pas mal les enfants. Et les enfants ne peuvent pas encore s'assumer tout seuls, hein, à 5, 6, mais des fois même à 20 ans, on a du mal à s'assumer. Et donc, en fait, est-ce que les parents, ils ont des droits au niveau social pour, moi je prends un exemple, hein, un petit patient qui a un asthme sévère qui est sous biothérapie avec des injections à faire tous les 15 jours ou tous les mois, est-ce que le parent il a le droit de s'absenter de son travail? Alors, je retiens le truc de, on a une absence d'autorisée au bon vouloir de l'employeur, donc là aussi, mais il faut que ce soit soi-même concerné. Mais quand on est parent, on n'est pas, enfin, on est concerné indirectement, on n'est pas l'enfant. Donc, est-ce que les parents ont aussi des droits? Alors les parents, alors du coup, à partir du moment où le handicap de l'enfant, enfin le problème de santé de l'enfant, il est aussi reconnu par la MDPH, l'enfant peut percevoir donc l'AEEH, enfin c'est les parents qui perçoivent pour l'éducation de l'enfant. Et du coup, c'est un peu le même système que bah, pour les jours ou les heures flexibles dans les entreprises. Il y a des entreprises qui ont des accords handicap qui vont jusqu'à l'enfant en situation de handicap. Quand je suis parent et travailleur dans certaines entreprises, je peux avoir des droits supplémentaires parce que mon enfant a un handicap.
C'est pas dans toutes les entreprises, malheureusement, mais ça commence aussi à faire, à avancer aussi sur cette partie-là. Faut savoir que, en effet, l'allocation enfant handicapé, elle permet. Alors, il y a plusieurs compléments en fonction du besoin en fait de l'enfant, et ça peut permettre à réduire un peu son temps de travail. Et du coup, l'allocation permet d'avoir une petite compensation financière si on doit réduire son temps de travail. Après, ça remplace pas à 100%, hein, en fonction, surtout en fonction des niveaux de revenus, mais ça permet quand même d'avoir une petite compensation. Et c'est surtout aussi quand il y a un enfant à emmener le lundi chez l'orthophoniste, le mardi chez le kiné, le mercredi chez un autre spécialiste. Du coup, il y a des transports, mais bon, laisser un petit bout de chouchou de 3 4 ans avec un VSL qu'on ne connaît pas, c'est pas toujours facile. Donc voilà, il y a des choses qui sont en place, mais c'est encore très compliqué, je trouve, moi, la situation des enfants en situation de handicap et la situation de concilier la vie de parents, la vie de parents d'enfants en situation de handicap et la vie de travailleurs, c'est encore autre chose. Mm. Oui, et là, il n'y a pas de recours. Il y a les allocations enfants handicapés avec les différents compléments, mais Oui, mais simplement pour libérer du temps, etc. Si voilà, l'employeur ne veut pas, c'est ça. Pour le temps, après, oui, il y a des aides pour les nourrices qui sont un peu plus longues. Enfin, il y a plein de petits dispositifs, mais ça remplace pas un parent à temps complet sur. bien sûr. Est-ce qu'on parle de tous ces dispositifs? Est-ce qu'il y a un site internet ou est-ce qu'il y a des bases de ressources comme ça, mais claires et simples et faciles? Enfin, est-ce que, parce que c'est quand même un dédale terrible, est-ce qu'il y a quand même oui, des endroits où on peut se renseigner facilement et avoir accès à toutes ces informations? Alors, tout ce qui est en lien avec la reconnaissance du handicap, il y a la MDPH du 37, elle est quand même plutôt pas mal parce qu'il y a plusieurs, elle est bien alimentée et il y a plusieurs éléments voilà, de droits et de dispositifs dedans. Donc, c'est une ressource qui est intéressante. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, si vous êtes dans la partie travail, il y a tout ce qui est droit du travail, médecin du travail, qui vont être vraiment des ressources. Si vous êtes dans le droit sécurité sociale, là, ça va être plutôt le service social de la CARSAT qui va être une ressource. Ça va dépendre dans quel domaine vous êtes, en fait. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas un annuaire des droits sociaux de manière générale, en fait. Oui. Après, on a des associations quand même de patients qui sont qui ont un niveau d'information et de droit assez important. Enfin, moi, je sais que là, je parlais de cancer tout à l'heure, j'étais sur la Ligue contre le cancer et il y a eu toute une aide administrative qui est apportée. Il y a vraiment plein d'onglets. Donc, faut pas hésiter aussi quand il y a des pathologies comme ça, à aller vers les associations parce que, mine de rien, c'est des mines d'informations et on a toujours eu une situation qu'on a déjà vue. Donc, on sait qu'on a traité ça comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment une mine d'informations assez riche. Tout à fait. Dorian? Ouais, j'ai une question un peu complètement naïve et peut-être drôle, mais faut que je la pose quand même parce que malgré mon âge un peu avancé, j'ai quand même reçu il n'y a pas très longtemps mes droits à la retraite. Et me voilà que, bon, je regarde ça, bref, mais quand on est en situation d'ALD, avec des pathologies, des absences régulières, des absences pour son enfant, là, avec des dispositifs plus ou moins mis en place, est-ce que quand on arrive à l'âge de la retraite, du coup, c'est pas de bol et t'as perdu beaucoup de choses? Ou est-ce que je peux m'en tirer un peu près parce que bon, on est quand même tous inégalitaires, on choisit pas d'être malade et du coup, là aussi, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place? Parce Alors, que on n'est pas malade que quand on est jeune, hein, on peut être aussi malade un peu plus âgé et faut voilà. savoir que si tu as fait une demande de reconnaissance de travailleur handicapé et que tu as un handicap au titre de la MDPH qui est supérieur à 50%, Ça paraît Euh, énormément, tu non? peux partir en retraite de manière anticipée pour handicap, condition que tu aies donné ta reconnaissance de travailleur handicapé à la caisse de retraite, qui soit au courant en fait que tu sois en situation de handicap. Et alors maintenant, il n'y a plus de notion de temps, mais que tu aies fait cette demande dans ta carrière en fait. Ok. Donc ça peut donner ce droit-là de partir plus tôt
aujourd'hui, parce que le système de retraite évolue constamment, donc aujourd'hui c'est comme ça. Il y a aussi des aides, enfin des départs à la retraite quand tu as un enfant, tu as élevé pendant un certain nombre d'années un enfant en situation de handicap, tu gagnes des trimestres, donc voilà. Mais tout ça, en fait, il faut que ce soit déclaré sur le compte de la caisse de retraite. Quand on reçoit ses droits, bah, la caisse de retraite, eux, ils savent que on travaille à tel endroit, mais ils savent pas forcément qu'on a une reconnaissance de travailleur handicapé, qu'on a un enfant en situation de handicap, qu'on a eu quatre enfants, qu'on a élevé cinq enfants, parce qu'il y en a qui ont élevé les enfants d'autres personnes. Du coup, c'est des informations qu'il faut donner tout au long de sa carrière, en fait. On n'y pense pas. Mais tout au long de sa carrière professionnelle, il faut rentrer ces données-là parce que du coup, ça remet à jour ton dossier et puis du coup, ça permet d'être le plus près possible au moment du départ à la retraite et d'éviter de tout refaire quand on arrive à 60 ans en disant, Donc, ah, il y a mais ça, je l'ai beaucoup pas fait, ça, je l'ai pas fait. de vigilance et de démarches à faire et à penser. Donc, c'est vrai que c'est indispensable, je pense, à un moment donné, quand on est en situation de handicap, qu'on a des difficultés, etc., de se rapprocher d'une assistante sociale qui s'y connaît, quoi, dans le domaine, parce que Ouais. Mais plein de après, choses qu'on pourrait il y a passer à côté, quoi. Il y a plein de petites choses en plus qui font que, bah, en effet, on n'y a pas forcément pensé. Enfin, là, alors, on reçoit normalement nos droits aux retraites à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, à 45 ans. Mais en effet, à un moment donné, il faut vraiment se dire, faut que je déclare ça, faut que je déclare ça, faut que je déclare ça, quoi. Hmm. Cela dit, ça va donner des trimestres en plus, mais ça ne donne pas de compensation financière. Euh, de quoi qui donne J'ai pas compris. Le fait de déclarer à la caisse de retraite qu'on a des Oui, problèmes de handicap, etc., qu'on est sous ALD, qu'on est reconnu par la MDPH, peut donner éventuellement des trimestres supplémentaires, les départs anticipés, oui. des départs, voilà, Ouais, des départs anticipés, mais en revanche, il n'y a pas de compensation financière. non, On est d'accord. Oui. Donc on peut partir plus tôt, mais à un tarif peut-être moindre. c'est ça. Mm. Ah ouais, non, mais c'est double peine là aussi. Dorian, une dernière question? Ah là, vous m'avez épuisé dans mes questions. Je relis, je relis. Allez, une dernière, peut-être tu l'as déjà dit, mais je suis désolé si c'est le cas. Ces demandes de MDPH et demandes d'ALD, elles sont renouvelables, mais est-ce qu'elles sont renouvelables de manière, c'est tous les 5 ans, tous les 10 ans pour tout le monde, ou c'est un peu à la tête du client, entre guillemets? Non, c'est en fonction de la pathologie. Demain, je mets un enfant au monde qui est sourd. Aujourd'hui, la NDPH, avant, la NDPH, c'était tous les 5 ou 10 ans sans rappel. Donc, c'était une démarche personnelle. Si tu avais une reconnaissance à un moment donné qui avait pour 10 ans de durée, si tu refaisais pas le renouvellement, bah, tu le perdais. Aujourd'hui, la MDPH a quand même amélioré son système. Par exemple, quelqu'un qui a un handicap de naissance, on sait très bien que ça reviendra pas. Du coup, il donne des droits à vie. Sauf que il y a des pathologies qui évoluent dans le mauvais sens, dans le bon sens. Enfin, voilà, ça fluctue en fait les problèmes de santé, ça fluctue sur une vie. Donc maintenant la MDPH essaye de donner des reconnaissances. Par exemple, la reconnaissance de travailleur handicapé, on peut l'avoir à vie, mais des dispositifs un peu plus spécifiques comme la prestation de compensation du handicap, des choses comme ça peut avoir une durée limitée. Donc quand on reçoit nos notifications, eh ben il y a toujours une durée. Donc on tend vers des durées quand même de plus en plus longues. Avant, tous les 5 ans, il fallait refaire son dossier. On n'est plus là-dedans. On a quand même beaucoup maintenant de gens qui ont des reconnaissances à vie, donc qui sont tranquilles. C'est fait et du coup, ils n'auront plus la démarche à faire, sauf si le handicap évolue et qu'ils ont d'autres besoins. S'ils ont un autre besoin, ils peuvent refaire un dossier et du coup ajuster leurs besoins. Donc c'est plus forcément de manière très chronophage. Peut y avoir des droits qui peuvent être donnés pour des périodes beaucoup plus longues qu'avant. Après, ça dépend des pathologies. Des pathologies évolutives, en fait, ils préfèrent donner des petites durées et refaire le point sur les besoins régulièrement parce que de toute façon, ils savent qu'il y aura d'autres besoins qui vont s'ajouter. Parfait. Bah, écoutez, merci
infiniment. Je pense que on va s'arrêter. De toute façon, cette conférence est disponible sur la page Facebook pendant un mois et ensuite elle est sur notre page YouTube. Et puis surtout, eh bien, si vous avez des questions, même si Marie a quand même répondu à beaucoup de points qui n'étaient pas toujours très clairs pour nous, vous n'hésitez pas, vous pouvez appeler le numéro vert de l'association 0800 19 20 21. Et si nous n'avons pas la réponse immédiate, nous la trouverons rapidement. Voilà, merci beaucoup Marie, merci infiniment, merci Dorian, et je vous dis à tous à très bientôt. Merci. Au Merci, bonne revoir. soirée. Au revoir.